soir, j'ai prévu de parler d'un certain nombre de sujets, 6 au total, concernant notre pays, notre grand pays d'Afrique, le pays de Mbappé Lépé, le pays de Nele Ayoum, le pays d'Hilaire Penda, le pays de Klondam, le pays de Samuel Eto'o. Ces 6 sujets sont liés évidemment à l'actualité que vous connaissez, sont liés à la question du dialogue national. Inclusif pour les uns, grand débat, grand dialogue national pour les autres. Consécutif au discours du 10 septembre du président de la République Paul Biya qui convoquait ce dialogue national. Et dans l'annonce de ce direct de ce soir, j'avais prévu de faire ce direct, tout au moins en direct, je me répète, et vous m'excuserez pour cette tautologie, de la résidence, d'une des résidences à scandale de l'ambassadeur du Cameroun en France. Malheureusement, cela n'a pas pu se faire puisque 2 frères qui devraient m'y accompagner ont été empêchés à la dernière minute. Néanmoins, puisque j'avais déjà pris rendez-vous avec ceux qui ont l'habitude de suivre, j'ai tenu à faire ce direct, bien qu'en retard, puisqu'il était prévu à 18 h. Pourquoi j'ai pensé et souhaité faire en m'adressant au président de la République, en m'adressant aux forces vives, en m'adressant à nos concitoyens, à ceux qui nous regardent tous les jours, à la fois qui nous écoutent à la radio, qui nous lisent dans les médias, de presse écrite ou sur Internet, devant cette résidence pour introduire le sujet concernant le dialogue national. J'ai suivi le discours du président Biya qui parlait, entre autres, évidemment de la question axiale, la question principale qui va concerner les débats au dialogue national tel qu'il l'envisage. Il y avait la question de la corruption, il y avait la question de la gouvernance, il y avait la question de la gestion des fonds publics. Monsieur le Président, je me suis adressé à vous à plusieurs reprises, comme concitoyen, comme citoyen, comme enfant du Cameroun. Je me suis adressé à vous pour plusieurs sujets, comme chaque citoyen doit le faire dans une république démocratique ou qui aspire à l'être ou dans un état de droit. Je me suis adressé à vous en prenant à témoin vos propres discours, vos propres communications dites spéciales au cours des rares conseils des ministres que vous avez bien voulu tenir en convoquant une partie de votre gouvernement, puisque le gouvernement compte 60 membres au Cameroun avec 39 ministres, ministres délégués et secrétaires d'État qui ne peuvent pas tous assister au conseil des ministres. Je me suis adressé à vous au même titre que les membres du Parlement, de la Chambre haute, le Sénat, et la Chambre basse, l'Assemblée nationale. 100 sénateurs et 180 députés, puisqu'au titre de la Constitution, leur rôle constitutionnel au sens de l'article 19 est de contrôler l'action gouvernementale, dont l'action de l'exécutif. Monsieur le Président, en tant que citoyen camerounais, je n'ai pas compris pourquoi vous avez prescrit en 2015, en 2014, en décembre 2014 précisément, le 9 décembre 2014, vous avez prescrit et instruit votre gouvernement sur la question du programme triennal, dont la réalisation après la mise sur pied le 19 décembre 2014 d'un comité de suivi et d'évaluation devait aboutir à l'horizon de 2018 à la réalisation d'un certain nombre de projets qui étaient estimés à un coût de 925 milliards pour 475 projets. Monsieur le Président, l'instruction était ferme, claire. Elle concernait des problèmes cruciaux de la nation camerounaise. Elle concernait les problèmes d'eau. On allait dire des problèmes basiques, Monsieur le Président. Elle concernait les problèmes de logements sociaux. Puisque vous savez, vous avez remplacé il y a pas longtemps le président du conseil d'administration et le directeur général de la Société immobilière du Cameroun, qui était censé, dans les dispositions prévues à la création de cette entreprise publique, de cet établissement public à caractère industriel et commercial, loger les Camerounais qui ont des revenus moyens. Ce qui n'est pas le cas puisque la SIC est devenue un organisme qui loge les Camerounais qui ont des moyens élevés et supérieurs. Eh bien, Monsieur le Président, ça concernait les logements sociaux, ça concernait les agropoles, ça concernait donc l'agriculture, la transformation agro-industrielle, ça concernait l'hydroélectricité. Dans le volet concernant, Monsieur le Président, l'eau, ce qui, pour un Camerounais en 2019, est quelque chose de pénible, parler d'eau, Monsieur le Président, il y avait un plan qui prévoyait la construction de 100 forages par région, c'est-à-dire 1000 forages
à l'horizon 2018. Il n'y a pas longtemps, 4 de nos enfants sont morts à Obéré dans l'extrême nord par manque d'eau. Ils ont été ensevelis et couverts à mort pour l'éternité par des gravats. Parce qu'ils allaient à 4 km de leur village Obéré chercher de l'eau. On était en 2019. 2019. Monsieur le Président, si cela avait été fait, ces enfants à Obéré ne seraient pas morts. Ils auraient tout au moins continué à vivre, même dans des conditions déplorables de pauvreté et de misère. Ils auraient eu de l'eau. La région de l'extrême nord est un vivier électoral, c'est votre bastion. C'est l'un de votre bastions en dehors de votre sud natal. La région de l'extrême nord est celle qui pâtit de ce problème de manque d'eau. Parce que, dit-on dans la médecine, le seul remède contre le choléra, c'est l'eau potable. Celle dont on disait quelle est la vie dans les slogans de notre enfance. Les 100 forages, Monsieur le Président, qui étaient prévus, ne sont pas effectifs. Donc les 1000 forages qui devaient couvrir les 10 régions du Cameroun ne sont pas effectifs à ce jour. Aucune évaluation n'est faite. En interpellant les sénateurs, en interpellant les députés au sens de l'article 19 de la Constitution, c'était tout simplement que cela puisse être contrôlé, cela puisse être amendé et que cela puisse être fait à travers une commission parlementaire, sénatoriale ou de l'Assemblée nationale qui vérifierait l'effectivité de cette réalisation. Exit les 1000 forages. M. Gaston Elundwe Somba, qui est ministre en charge de l'eau et de l'énergie, avait, dans la réaction qui a suivi l'émotion populaire à la suite de la perte de ces 4 enfants du Cameroun, annoncé qu'un plan de 3200 forages allait être rapidement ou tout au moins immédiatement être mis en place. En veilleur, en citoyen alerté, en leader des réseaux sociaux, comme vous avez bien voulu nous appeler, eh bien, on est resté sur notre faim. Parce qu'on observe, on regarde. On ne sait pas si c'est effectif ou ce sera effectif. Mais en juger par ce qui s'est passé depuis 2015, depuis janvier 2015, puisque le ministre de l'économie de l'époque, M. Louis-Paul Motazé, avait déjà annoncé que des banques, Atlantic Bank, la Société Générale, avait provisionné pour 300 milliards de l'argent pour que les 925 milliards puissent être abondés et que l'ensemble des dispositions, l'ensemble des projets prévus dans le cadre de ce programme triennal puissent être exécutés. Lequel programme triennal n'avait d'explication ou de justification que parce que le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, qui est le bréviaire de l'émergence pour le Cameroun, les objectifs n'étaient pas atteints. Je rappelle que les objectifs du document pour le document de stratégie pour la croissance et l'emploi étaient de réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable, d'atteindre le stade de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, d'atteindre le stade de pays, de nouveaux pays industrialisés, c'est-à-dire que 40% du PIB, donc la richesse qui est produite par tous les Camerounais de l'intérieur de la diaspora, soit équivalente à 40% du PIB dans l'industrie, la transformation industrielle. Nouveaux pays industrialisés comme la Malaisie, l'Indonésie, le Vietnam, les tigres et les dragons d'Asie. C'était l'un des objectifs phares du document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Et le 4e objectif, qui était un objectif à la fois symbolique, matriciel, c'était de faire un pays uni dans la diversité, un pays démocratique et uni dans sa diversité. Voilà les objectifs du DSCE. Et on a suivi le ministre Alamine Mey qui regrettait le fait que les objectifs du DSCE n'aient pas été atteints à 30%. Le JICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, le patronat du Cameroun aussi a regretté, a fait son diagnostic pour constater que sur la trajectoire qui était fixée entre 5 et 7% de croissance, le Cameroun devrait effectivement les atteindre pour pouvoir espérer obtenir ses objectifs, donc entre 2009 et 2019. Et là, on est déjà en train de se projeter à 2027 puisque c'est le propos du ministre Alamine Mey. Donc nous n'avons pas, sur le plan du DSCE, du document de stratégie pour la croissance et l'emploi, atteint les objectifs. C'est pourquoi le plan triennal a été mis en place pour booster, dit-on, la croissance, pour que les 5% de croissance
puisse permettre à notre pays de rattraper à la fois le retard qui avait été accusé à la fin des années 80, la période de crise et de contre-choc pétrolier, et puis également se mettre en perspective pour l'horizon 2035, puisque c'est vous-même qui l'avez prescrit. L'eau, les 1000 forages ne sont pas effectifs. Les hôpitaux régionaux de référence, Monsieur le Président, que vous avez prescrit, instruit, les 8 hôpitaux régionaux de référence, puisqu'on supposait que Yaoundé et Douala avaient des hôpitaux de référence, les 8 hôpitaux de référence ne sont pas encore effectifs au sens du programme triennal 2015-2018, puisque nous sommes en 2019, nous sommes en septembre 2019. Les 1200 agropoles qui devaient être mis en place dans l'ensemble du territoire. Les agropoles, ce sont des pôles intégrés où la question du machinisme, on sait qu'au Cameroun, le directeur général du centre d'études et le développement du machinisme agricole est en place depuis 45 ans. 45 ans, il a 90 ans aujourd'hui. Donc, c'est à une telle personne, monsieur évidemment, qu'on a confié la responsabilité en plus du ministère de l'Agriculture, du machinisme agricole, du développement des agropoles, puisqu'on a vu avec l'usine de tracteurs des Bolova que c'était une chimère de plus. Voilà les données concernant les agropoles, Monsieur le Président. Il y a la question du barrage de Bini par Warak, également qui devait permettre à ces populations, justement de l'extrême nord, de bénéficier de l'hydroélectricité pour leurs activités agro-pastorales et tout au moins améliorer leur niveau de vie. Cela n'a pas encore été effectif. Les 800 logements sociaux qui devaient être construits, on attend l'évaluation puisque, que ce soit à Olembe ou dans un certain nombre d'endroits de notre pays, on constate qu'il y a des logements qui sont construits. Le bilan n'étant pas encore fait. C'est pour cette raison que, Monsieur le Président, je me suis étonné en tant que citoyen de ce pays d'Afrique, en tant que citoyen du pays de Bernard Follon, de Vroumsia Tinaï, de ce que, à un moment de l'histoire de notre pays, puisque gouverner, c'est à la fois prévoir et non plus simplement revoir, on aurait pu, en parlant de bonne gouvernance, sur ce segment, on aurait pu tout au moins en dire un mot, puisque nous sommes en 2019. Et en parlant de ce programme triennal, je parle également du budget d'investissement public qui est exécuté à moins de 40%. Que ce soit le budget d'investissement public sur les ressources internes du Cameroun, 722 milliards, ou que ce soit le budget d'investissement public qui est sur les ressources extérieures de 770 milliards. Il est exécuté à moins de 40% depuis de très très longues années. Et ces budgets d'investissement public concernent l'essentiel de la vie des Camerounais. L'essentiel de la vie des Camerounais, c'est à Touboro, dans un arrondissement de la région du Nord Cameroun. La région du Nord à Touboro, c'est un arrondissement d'une centaine de villages. Et un reportage de la chaîne Canal 2 nous a fait voir la réalité de Touboro à la rentrée dernière. À Touboro, les écoles sont sur le papier, mais elles ne sont pas effectives sur le terrain puisqu'on a vu que des parents d'élèves s'échinaient à transformer des hangars pour les ânes, pour les chevaux, pour les bœufs, pour les vaches en salle de classe. S'échinaient à mettre de la paille sur les toitures qui n'en sont que de nom. À Touboro, dans le nord, aussi un endroit où vous partagez désormais le bastion avec l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP. Dans le cadre justement de l'exécution de ce budget d'investissement public, puisque dans le tableau des opérations financières de l'État, de la dernière loi des finances qui fixe le budget de l'État annuellement, eh bien, ces constructions d'écoles, cet entretien des bâtiments et services publics est prévu. Alors, qu'est-ce qui fait que le budget d'investissement public, celui sur les ressources internes de 722 milliards, ne soit exécuté qu'à 30% et celui sur les ressources extérieures ne soit exécuté qu'à de 776 milliards à moins de 40%. Il y a des explications à cela.
Les explications sont liées à la corruption. Parce qu'il y a des gestionnaires publics qui ont du mal à signer des documents pour lesquels ils ne contrôlent pas toute la chaîne de dépenses. On le sait pour le budget qui ressort, la partie du budget d'investissement public qui ressort des ressources extérieures, donc des 776 milliards. J'ai corrélé ça avec la question du programme triennal. Parce que c'est une question importante. Une question importante parce que les Camerounais sont concernés dans leur quotidien. L'eau, l'électricité et l'école. Pour le cas de Touboro. Pour le cas de Touboro. Et puis d'autres cas, à 20 km de Yaoundé, à moins de 10 km de Douala. Regardez l'État. Et ces questions, on doit les adresser parce qu'elles font partie des raisins de la colère, Monsieur le Président. Les raisins de la colère de nos frères et sœurs du nord-ouest, sud-ouest, ce qu'on appelle communément la partie anglophone du pays, pour lesquels vous avez choisi d'axer principalement le dialogue national. Les raisins de la colère viennent de là. Les raisins de la colère, Monsieur le Président, excusez-moi, viennent aussi d'une situation où les gestionnaires publics, vos collaborateurs, prennent des aises avec ce qui concerne l'État. À l'entame de cette vidéo en direct, je me suis littéralement excusé du fait que je n'ai pas fait ce direct comme prévu devant cette résidence de Saint-Maur-des-Fossés en région parisienne. J'avais prévu de le faire là-bas pour faire un bilan de cette enquête que je mène depuis 2 ans sur ce scandale retentissant et qui est assourdissant des résidences de l'ambassadeur du Cameroun en France. Pendant que, Monsieur le Président, vous convoquez un Conseil des ministres pour que 800 logements sociaux soient construits, pour que 1000 forages soient construits à travers la République, pour que 8 hôpitaux généraux de référence soient construits dans 8 capitales régionales, à l'exception de Yaoundé et Douala, pour qu'il y ait 1200 agropoles, pour qu'il y ait un barrage à Bini par Warak. Pendant que vous faites cela, il y a des dépenses qui se font de manière absolument irrationnelle, de manière absolument scandaleuse, de manière absolument inattendue. Ces dépenses, c'est quoi? Monsieur le Président, à Paris, que vous connaissez très bien, un pays où vous avez fait vos études, un pays auquel vous êtes lié, dans un pourtour de 20 km, il y a 4 résidences pour un seul ambassadeur. 4 résidences pour un seul ambassadeur. Ni les États-Unis, ni la Chine, ni l'Allemagne, ni le Japon, ni la France, ni le Canada, ni l'Angleterre, ni l'Italie, je veux parler des 10 premières puissances mondiales, n'ont de telles performances, entre guillemets, pour être ironique. Le Cameroun seul, 100e économie mondiale, avec un PIB qui tourne entre 34 et 36 milliards de dollars, le Cameroun se permet, à Paris, pays dans lequel nous recherchons continuellement des ressources, puisque l'aide publique au développement, la France est le premier partenaire en matière d'aide publique au développement au Cameroun. La France, dans le cadre du C2D, le contrat des endettements de développement, a allégé une partie de la dette, effacé une autre pour près de 600 milliards, avec 200 milliards aujourd'hui qui permettent de réaliser un certain nombre de projets. Le détail, on ne peut pas être exhaustif. On vient chercher de l'argent en France, à l'Agence française de développement qui appuie désormais le ministère des Relations extérieures dans le cadre du Dias Invest, puisque les Camerounais de la diaspora qui veulent investir, qui veulent être accompagnés, qui veulent être aidés, bénéficient d'un programme qui va monter certainement en régime, mais qui est dans ses prolégomènes, dont ses débuts, et qui est financé par l'Agence française de développement. Donc il y a un guichet en France qui finance des projets, qui accompagne techniquement des Camerounais, etc. Et nous venons dépenser de l'argent que nous n'avons pas en France, puisque j'ai rappelé tout à l'heure les données du problème. Le programme triennal qui n'a pas été exécuté complètement. Et puis, un certain nombre de projets liés au business d'investissement public et à sur ressources internes et sur ressources externes. Concernant l'école, concernant l'eau, concernant l'électricité, concernant des problèmes de base. Problèmes qui touchent le Camerounais moyen. En France, nous avons dépensé en 1981, puisque via l'ONCPB et la CAMER, l'État du Cameroun achetait des biens immobiliers
à travers le comité de gestion des biens meubles et immeubles de l'État qui est géré à la présidence de la République, une division du secrétariat général de la présidence de la République, et puis des ressources diverses, que ce soit celle de l'ex-ONCPB, donc qui était une sorte de pourvoyeur de fonds de l'État, étant stabilisateur du prix des matières premières et collecté auprès des agriculteurs, via la Société nationale des hydrocarbures, avec ses fonds de redevances pétrolières et d'impôts sur les entreprises pétrolières. Eh bien, cet argent a servi à acquérir des biens immobiliers et des biens meubles à l'extérieur, donc en France. Une résidence a été achetée, donc, à cette époque. Elle est à Neuilly, au 8 Villa Maillot. La résidence de Neuilly, au 8 Villa Maillot, elle était censée abriter l'ambassadeur du Cameroun en France. Plusieurs ambassadeurs l'ont occupée jusqu'à l'ambassadeur Bilo Antang. Des travaux ont été engagés dans cette résidence à partir de 2003 et se sont achevés en 2005. L'ambassadeur Bilo Antang, de regretter mémoire, est allé vivre à l'hôtel. En allant vivre à l'hôtel, attendant effectivement que la résidence soit achevée. Cette résidence achevée, votre épouse, Madame Chantal Biya, a choisi pour le lustre, pour la beauté de ce lieu, que ce serait une résidence, un pied-à-terre pour la famille présidentielle. Et l'ambassadeur était donc obligé d'être à l'hôtel où il est resté après un petit moment, où il a été remplacé donc comme ambassadeur du Cameroun en France par M. Mbela Mbela à partir de 2006. M. Mbela Mbela est arrivé en France en 2006, après le Japon, où il était en poste à Tokyo. M. Mbela Mbela, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en France, a présenté ses lettres de créance en 2007. Et quelques temps après, l'année d'après, en 2008, une commission présidée par Mme Fotso, comprenant un certain nombre de représentants du ministère des Domaines et d'un certain nombre de départements ministériels, une commission a procédé à l'achat en France, au Canada, de 2 résidences pour l'ambassadeur du Cameroun. Cette résidence a coûté à l'État du Cameroun 4,3 millions d'euros. 4,3 millions d'euros, 3 milliards de francs CFA. M. Bella l'a habité de 2008 à 2015, octobre 2015, date à laquelle il a été appelé au gouvernement puisque vous l'avez nommé ministre des Relations extérieures. Cette résidence coûte entre 30 et 50 000 euros d'entretien par an, c'est-à-dire entre 20 et 30 millions de francs CFA par an en termes d'entretien. En 2016, vous avez nommé un nouvel ambassadeur en France, M. Samuel Vandoayolo, après son séjour au Gabon à Libreville. M. Samuel Vandoayolo est arrivé à Paris. À Paris, il a fait une visite avec son épouse à Saint-Maur-des-Fossés, qui, je le rappelle, est à 25 minutes de la Porte Maillot. 25 minutes de la Porte Maillot et à 25 minutes également de la Porte d'Auteuil, puisque l'ambassade du Cameroun est située sur la rue d'Auteuil à Paris. M. Vandoayolo n'a pas souhaité habiter cette résidence ainsi que son épouse. Il a entrepris de demander au ministre des Finances, M. Alamine Mey, une délégation de crédit pour pouvoir louer une résidence provisoire. M. Alamine Mey, en gestionnaire public droit, puisqu'il avait fait preuve de rectitude, lui a dit, Monsieur l'ambassadeur, je ne peux pas vous accorder cette délégation de crédit puisqu'il existe une résidence, je le rappelais tout à l'heure, qui a été acquise en 2008. Et qui a été habitée par M. Mbela de 2008 à 2015. L'état des lieux de cette résidence a été fait par le cabinet Kerner et Associés, un cabinet d'huissier de justice basé à Saint-Maur-des-Fossés, en octobre 2015. Après le refus du ministre Alamine Mey, M. l'ambassadeur Vandoayolo alors s'est adressé au ministre de l'économie de l'époque, M. Louis-Paul Motazé. M. Louis-Paul Motazé lui a accordé une délégation de crédit le 25 juillet 2016 de 149 millions de francs CFA, soit 225 000 euros. Et le 31 août 2016, une autre délégation de crédit va être accordée
de 295 millions pour prise en charge et équipement de la résidence provisoire de l'ambassadeur du Cameroun en France. La première délégation de signature était destinée à la prise en charge de la résidence provisoire puisque une caution de 28 000 € était exigée par le bailleur, M. Valentin, qui travaille avec l'agence Barnès et associés. Le Cameroun a dépensé 600 000 € entre juillet et août 2016 à Paris, en France, alors existe une résidence officielle qui nous a coûté 3 milliards et qui nous coûte 50 000 € en montée de régime par an. Notre pays, Monsieur le Président, qui emprunte à la France, notre pays qui bénéficie de l'aide publique au développement de la France, notre pays qui bénéficie des accords et puis des concours de l'Agence française de développement, est venu dépenser 600 000 € en région parisienne pour un caprice. Alors même que j'ai cité les cas de Touboro et bien d'autres tout à l'heure. Après ces 600 000 €, il fallait évidemment assurer les loyers. Les loyers sont de 180 000 € par an, c'est-à-dire 120 millions de francs CFA. Chaque année, de juin à juin, le Cameroun doit payer pour cette résidence 120 millions de francs CFA. Nous l'avons dénoncé. Nous avons crié sur plusieurs toits, à travers des textes, à travers des vidéos, à travers une répétition inlassable de ce qu'était ce scandale. Parce que ce n'était pas normal. Ça dépasse l'entendement. Peut-être que ça n'émeut pas, ça n'émeut plus dans notre pays, mais à titre personnel, je me sentais pleinement responsable de cette situation parce qu'il fallait que cette situation cesse, cette situation s'arrête. Puisque l'interpellation des députés, des sénateurs, de vous-même, Monsieur le Président, était vaine, sans résultat. À partir de 2016, jusqu'à la résiliation du bail, puisque de manière acharnée, nous sommes restés au taquet pour que cette situation soit connue de tous. Et le 17 août dernier, le bail a été résilié dans cette résidence du 63 rue Michel-Ange Auteuil, à Paris. La résidence de Saint-Maur étant au 52 avenue Albert Ier, à Saint-Maur-des-Fossés. Après la résiliation de ce contrat de bail, la fille de votre collaborateur, le ministre directeur du cabinet civil, habitait. Elle a dû partir de cette maison puisque nous le disions, je le disais de manière très claire, de manière très ferme en tant que citoyen camerounais, qu'il n'était pas normal que cette situation advienne et il n'est pas normal que cette situation se poursuive. Ça nous fait une économie de 120 millions par an. Mais Monsieur le Président, que de dégâts. De 2016, de juillet 2016 à août 2019, le Cameroun a dépensé la somme de 1 034 000 €. 1 034 000 €, 679 millions de francs CFA en pure perte. Je rappelle, Monsieur le Président, que les Japonais qui nous accompagnent dans le cadre du développement, de la politique de développement au Cameroun en construisant avec le ministère de l'Éducation de base des écoles primaires, dépensent pour chaque école environ 500 millions de francs CFA. C'est-à-dire qu'on a privé les Camerounais d'une école pour payer des loyers d'une résidence provisoire en région parisienne, à Paris. Étant entendu qu'à Saint-Maur, un neveu de votre collaborateur, M. Ayolo, donc M. Foula, comme il s'appelle, habite toujours dans la résidence de Saint-Maur. Et dernièrement encore, votre collaborateur, l'ambassadeur du Cameroun en France, qui vient d'être nommé en mars dernier, que vous avez nommé à Paris, a payé des factures de milliers d'euros correspondant à l'occupation de ce logement. Cet hôtel particulier de 1600 m² et 900 m² habitable, qui est un bijou, paye des factures. Et l'ambassadeur Guigny, donc, connaissant cette situation, est arrivé à Paris après son séjour en Côte d'Ivoire. Est arrivé à Paris et on aurait pensé, Monsieur le Président, que votre collaborateur respecterait à la lettre les prescriptions qui sont celles de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption, de maîtrise des dépenses publiques, de réduction du train de vie de l'État.
et irait vivre dans la résidence que nous, Camerounais, avions achetée, les efforts que nous avons consentis pour qu'un ambassadeur soit logé de manière décente. Je rappelle qu'à Paris, en France, quand le président Donald Trump, de la première puissance mondiale, arrive, il séjourne à la résidence officielle de l'ambassadeur des États-Unis. Donald Trump, le président des États-Unis, c'est-à-dire la première puissance mondiale, 15 000 milliards de dollars de PIB. Le Cameroun en a 34 milliards et est la 100e économie mondiale. Donc le Cameroun dépense plus d'argent que les États-Unis, la France, la Chine, le Japon et les 10 pays industrialisés, les 10 pays les plus riches réunis. Voilà les données du problème, les raisins de la colère camerounaise, Monsieur le Président. Les raisins de la colère camerounaise ne sont pas les leaders spontanés des réseaux sociaux, ne sont pas les oiseaux de mauvais augure, ne sont pas les apprentis sorciers. Les raisins de la colère camerounaise ne sont pas ceux qui déstabilisent de façon imaginaire le Cameroun. Les raisins de la colère sont là. Parce que imaginez qu'à Batibo, à Manfé, à Kumba, à Tiko, à Oku, 679 millions de francs CFA aient été dépensés pour des écoles. 679 millions de francs CFA, 1 34 000 euros aient été dépensés pour la santé. 679 millions de francs CFA aient été dépensés pour améliorer de manière générale les conditions de vie, pour accompagner les agriculteurs, pour accompagner les créateurs, pour accompagner ces jeunes de Boya qui ont fait la Silicon Valley camerounaise. Monsieur le Président, ces enfants qui créent des applications, qui travaillent avec des firmes aux États-Unis, en Inde, n'ont pas un seul centime de soutien public, n'ont pas un seul franc CFA de soutien de l'État du Cameroun, n'ont pas un seul euro de soutien de notre pays. Pendant ce temps, à Saint-Maur-des-Fossés, le Cameroun paye des factures. Au 63 rue Michel-Ange Auteuil, on a dépensé 1 34 000 euros en 3 ans en pure perte. Voilà des raisins de la colère de notre pays, dans notre pays, de vos concitoyens. Et j'aurais pu, en tant que Camerounais de la diaspora, qui n'en démérite pas, puisque je fais partie de ceux qui, voilà, puisqu'on se connaît en détail au Cameroun aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font du bruit, du grabuge, montent les enchères pour participer au dialogue national. On aurait pu faire tout au moins les salam alek, on aurait pu se taire, on aurait pu arrondir les angles pour pouvoir être invité au dialogue national, ou pouvoir être invité. Mais non, Monsieur le Président, nous sommes dans un moment grave, nous sommes dans un moment dramatique de l'histoire de notre pays où l'intérêt personnel ne compte pas. Où c'est la question de l'intérêt collectif qu'il faut mettre en avant. Et donc tous ceux qui font la danse du ventre, les pieds de grue, ils savent très bien qui est qui, à la fois dans la diaspora et dans notre pays. On sait très bien qui on doit inviter dans un dialogue national au Cameroun. On connaît les Camerounais, on connaît leurs compétences, on connaît leurs engagements, on sait ceux qui se taisent, on sait ceux qui ferment leur gueule, on sait ceux qui ne parlent pas, on sait ceux qui, Monsieur le Président, sont en train de vous youyouter au soir de votre discours et qui ne parlent jamais des 2000 morts de Bamenda et de Boya, et qui ne parlent jamais des 500 000 déplacés de Bamenda et de Boya, qui ne parlent jamais des 50 000 réfugiés. On les connaît, ces Camerounais, on les connaît. On connaît les Camerounais qui, au soir du 17 septembre, exultaient, pointaient, indexaient les autres Camerounais. On les connaît. On connaît les Camerounais qui ne s'occupent que de leur ventre, de leurs intérêts. Donc on aurait pu faire la même chose. Mais nous avons un devoir. Nous avons un devoir de vérité. Nous avons des exigences vis-à-vis de nous-mêmes. Nous pouvons avoir des amis. Nous pouvons être considérés par les rois, les monarques, les chefs, les princes, les ministres. Mais ce n'est pas le plus important. Nous pouvons être à tuer à toi avec un ambassadeur, avec un consul, avec un vice-consul. Mais le plus important n'est pas cela. Le plus important, c'est le Cameroun. Le Cameroun au cœur de l'Afrique. Le Cameroun pour l'Afrique. Et non d'être celui qui apparaîtrait le plus beau, celui qui mènerait le plus large pour pouvoir flatter. Il faut vous dire la vérité, Monsieur le Président. Quand je me suis adressé à Sa Majesté le roi des Bamoun, M. Ibrahim Bomonjoya, beaucoup s'en sont offusqués, notamment de mon ethnie, l'ethnie Bamoun. Et je leur ai dit que M. Bomonjoya est sénateur de la République du Cameroun. Et à ce titre, il a un rôle constitutionnel
de contrôle de l'action du gouvernement, de l'action de l'exécutif. Et c'est à ce titre qu'on s'adresse à lui, comme traditionnellement, dans cette civilisation quasi millénaire de 1394 fondée par Chahriel, on juge le roi pendant le Ngwen, où il se lève et il se défait de ses attributs royaux et que les populations viennent lui demander des comptes. En Bamoun, en camerounais et en africain moderne, je fais la même chose quand il s'agit de la République. Quand on est sénateur de la République, on répond des affaires du Cameroun et non pas uniquement des affaires du pays, du peuple Bamoun, de Mal-Antoine, de Massanga, de Koptamou ou de Fumban. C'est à ce titre-là. Et ensuite, d'autres se font offusquer du fait que quand on parle de l'anthropologie et de la sociologie de notre pays, le Cameroun, l'un des grands pays d'Afrique et d'Afrique centrale, on parle d'un pays qui aurait pu être le chantre de la Renaissance africaine. Et quand j'entends des frères me dire que moi, en tant que Bamoun, je ne suis pas le frère des Bamileke, je leur dis que, Monsieur le Président, la fraternité entre les So, les Bafoussam, les Baleng, les Bafout, les Bamoun, les Banganté, n'est pas une opinion d'Abdelaziz Moundé Dibam ou de quelques autres personnes illuminées. Ça ressort de l'anthropologie, de la science et de l'histoire. Joseph Marie Somba, Valère Épée, Cyril Bienvenu Bella, Ndia Senjoya Aboubakar, professeur Ndjema, des grands historiens camerounais, des grands anthropologues camerounais, Eno Belinga qui a fait ce travail, partie de son anthropologie, de sa géologie dont il est spécialiste, pour migrer vers ce domaine de l'anthropologie et de la valorisation du patrimoine. Ils nous ont raconté notre pays. Pourquoi? Parce que comme Bernard Fonlon, Monsieur le Président, qui a fondé cette revue en 1962, la revue Abia, qui signifie en Ewondo, c'est un jeu de société dans la langue Ewondo, dans la langue Beti, tout au moins dans une des langues Beti, puisque Ewondo a été considéré comme le nom de l'ethnie improprement, parce qu'il s'agit d'un colo, les colos qui intègrent les Ewondo, les Beneux, les Etoudi, les Etenga, etc. Il a donc choisi d'intituler sa revue bilingue, en français et en anglais, Abia. Parce que comme Ebou Bouléaga Fabien, il pensait qu'il y avait une phase intermédiaire pour dépasser nos héritages coloniaux, les intégrer, les interroger, les confronter, et puis surtout les sublimer, les dépasser. C'était le sens de la revue Abia. Bernard Fonlon, qui était issu justement de ce Southern Cameroun, qui a rejoint le Cameroun en 1961 dans le cadre de la réunification. C'était un grand ministre, c'était un des plus grands ministres de l'histoire du Cameroun, un grand intellectuel, qui travaillait avec Vroom Siatinaï et d'autres dans le cadre de cette revue. Et cette revue, c'était le dépassement de questions primaires. Et c'était le destin commun. Une nation dans un creuset. Une nation qui, quand elle est au creux de la vague, va chercher des repères anciens. Va chercher justement le Ngwon, puisque les Bamoun étant héritiers, entre autres, de cette façon des Tikars qui sont dans la plaine de la Damawa, ceux qui sont matriciels, qui ont fondé donc l'ensemble de ces royaumes auxquels je faisais allusion tout à l'heure, Bafout, Baleng, Fumban, Bamoun, Bafoussam, Bagam, etc. Donc quand on parle de notre fraternité à l'Ouest Cameroun, ce n'est pas une question d'opinion personnelle. Ce n'est pas une question de ressentiment. C'est que quand on est dans un pays, quand on est dans une nation, on essaye de trouver des ponts, pas de lever des murs. Et les passerelles sont celles qu'avaient fondées nos ancêtres au Cameroun, au cœur de l'Afrique centrale, au cœur de l'Afrique. Et que la fraternité entre les Bamoun et les Bamileke n'est pas une question d'opinion personnelle, elle est une question qui relève de notre histoire, de notre anthropologie. Et le deuxième argument qu'on me brandissait était lié au fait que ça empêcherait les Bamoun d'avoir une région à eux, propre, au sens de ce qui se faisait à l'époque française. J'ai rappelé tout simplement que le peuple Bassa est dans 2 régions du Cameroun. C'est-à-dire que les Bassa, ce sont des familles, des Liten. C'est les Bikok, les Babimbi et les Likol. Ils sont dans 2 régions du Cameroun. Ils sont dans la Sanaga maritime, donc dans le littoral, et ils sont dans le Nyon-Ekele, à Izeka, donc dans le centre du Cameroun. Et mieux, les Peuls qui sont venus au Cameroun à partir du XVIIe siècle avec une pointe
au début du 19e siècle, puisque les Peuls sont venus dans ce grand mouvement de djihad d'Osman Danfodio et puis d'Adama, de son lieutenant, qui ont fondé l'Adamawa, qui est l'Adamawa State aujourd'hui au Nigeria, et la région de l'Adamawa au Cameroun. Eh bien, les Peuls sont dans la région de l'extrême nord, le Lamida de Marois, dans la région du nord, le Lamida de Garoua, dans la région de l'Adamawa, le Lamida de Ngaoundéré. Ils sont frères, mais pourtant ils sont dans 3 régions. Donc on ne peut pas, de façon absolument absurde, de façon absolument irrationnelle, rejeter la fraternité que nous avons au sein de notre beau pays, le Cameroun, pour des raisons à la fois politiciennes, de ressentiment, des raisons tribalistes. Le Cameroun se grandira d'abord, de l'apprentissage de l'histoire et de la fraternité par ses enfants. Et c'est peut-être le sens aussi de tout ce que nous avons à faire, de tous les débats qui doivent refonder notre pays. Je parlais donc de ces questions essentielles. Parce qu'il fallait que le choix qui était le mien ce soir de faire cette vidéo en direct devant cette résidence à scandale de l'ambassadeur du Cameroun en France, eh bien, il fallait que ce soit expliqué. Parce que l'interpellation vous a été faite de manière régulière depuis 2 ans. L'interpellation a été faite aux députés, aux sénateurs de manière régulière il y a 2 ans. J'évoquais tout à l'heure le cas du sénateur du Noun, Sa Majesté Ibrahim Bomonjoya. Et à l'ambassadeur Guinée, nous continuons de dire, et en vous interpellant, Monsieur le Président, qu'un ambassadeur n'a pas le droit de vivre à l'hôtel à 600 € par jour et aller prendre un appartement à près de 6 000 € par mois quand il existe une résidence qui a coûté aux Camerounais 3 milliards. Nous le disons respectueusement, nous le disons humblement. Et c'est une situation qu'il faut absolument régler. Je rappelais tout à l'heure que c'était une demi-satisfaction de voir la fille du ministre directeur du cabinet civil sortir de la résidence du 63 rue Michel Angeteuil, puisque nous n'avons cessé, je n'ai cessé de le rappeler, d'interpeller ce sujet. Il y a eu une annonce avec un huissier qui s'est rendu au 52 avenue Albert Ier à Saint-Maur pour vérifier si ce logement était occupé, puisque les confrères de Jeune Afrique avaient repris l'information selon laquelle cette résidence était louée à Airbnb à des Chinois et à des Suédois, ce qui était un sacrilège supplémentaire. Donc voilà pour ce qui concerne cette question. Et je ne manquerai pas, comme depuis 2 ans, de revenir à la charge. Quel que soit ce que ça coûte, quel que soit le sacrifice que ça nécessite, pour que notre pays puisse économiser de l'argent et puis de le dépenser de façon utile. Dépenser de façon utile. Ce sera peut-être cela le Cameroun nouveau. Dépenser de l'argent de façon utile. La dépense utile. C'est cela l'efficacité budgétaire. Dans cette vidéo, j'avais prévu de parler du rôle de la France dans la crise anglophone. Parce que j'étais très étonné de voir que la France fait partie des pays qui ont appelé au dialogue national au Cameroun. La France fait partie des pays dont le président Macron et le ministre Jean-Yves Le Drian ont appelé de manière instante à ce que le Cameroun puisse, les Camerounais puissent s'accorder et qu'une solution du type dialogue, concertation soit trouvée dans le cadre de la crise anglophone. Je m'attendais, en tant que fils de l'Afrique, en tant que fils du Cameroun préoccupé par les questions historiques, mémorielles et structurelles, je m'attendais à ce que la France soit le premier pays à faire profil bas dans cette question. Le premier pays. Pourquoi? Parce que les Camerounais doivent et devraient le savoir. Il n'y a pas d'exploitation pétrolière. Il n'y a pas de découverte du gisement et du potentiel minier. Il n'y a pas de découverte de ce que représente le bassin de Rio del Rey, c'est-à-dire au large de Limbe, de Diane River, chez le
le vice-président du SDF, M. Joshua Oshie. Il n'y a pas cela sans la France. Je m'explique. En 1949, la France installe au Cameroun la Société pétrolière d'Afrique équatoriale française, la SPAEF. Et en 1951, la France, après qu'un journaliste français ait exulté sur les antennes de la radio publique sur la découverte chez nous, au Cameroun, au pays d'Oumniobé, en 1946-47, de vastes gisements pétroliers. Parce que notre pays fait partie, justement, pour ceux qui maîtrisent ces matières scientifiques, de la plupart de ces zones du delta du Niger, des bassins aurifères sédimentaires de l'Afrique de l'Ouest, et puis également de ces rifts qu'il y a en Afrique australe et en Afrique centrale. Donc nous avons deux bassins sédimentaires. Le bassin sédimentaire côtier et les bassins qui sont situés dans d'autres zones onshore du Cameroun. Dans ces bassins sédimentaires côtiers, il y a celui du bassin de Rio del Rey et de Douala Kribi Campo. Le bassin de Rio del Rey, c'est celui qui se retrouve en zone anglophone, dans le nord-ouest-sud-ouest du Cameroun, c'est-à-dire au large de Limbé-Bakassi, avec des champs qui étaient des champs exploitables à cette époque-là, et des gens qui sont devenus des champs matures aujourd'hui. Le bassin de Rio del Rey, qui est un bassin important dans l'exploitation pétrolière camerounaise, est un bassin de 7000 km². 7000 km², c'est-à-dire l'équivalent du département du Noun. 7000 km². Et ces 7000 km² font l'objet de permis d'exploration ou de permis d'exploitation exclusive, de concession exclusive ou partagée, et sont gérés par la Société nationale des hydrocarbures. Mais en 1947, quand l'exploration pétrolière commence officiellement au Cameroun, eh bien, tout cela est déjà établi sur environ 100 000 km². Et la zone d'exploitation qui comprend Douala Kribi Campo et puis le bassin de Rio del Rey est de 38 000 km². Les commissaires et hauts-commissaires français successifs au Cameroun se sont occupés, ainsi que le gouverneur d'AEF, de cette question. Ils se sont occupés doublement de la question camerounaise. La première, c'est que dans le processus de ces lois, constitutions, qui n'ont jamais été approuvées par les Camerounais, il y avait le statut du 20 juillet 1922 qui transformait l'invasion franco-britannique de 1914-1916 en mandat de la Société des Nations accordé à la France et à la Grande-Bretagne. Le statut du 20 juillet 1922. La France, avec ses différents gouverneurs, de Joseph Emmerich à partir de 1916 à Xavier Antoine Thoré en 1959, s'est aussi occupée de cette question. Et voilà que ceux qui étaient en charge des questions stratégiques, que ce soit à la rue Oudinot, à la rue Monsieur ou à la rue de l'Élysée, aux deux rues de l'Élysée à Paris, ceux qui s'occupaient des questions d'intelligence, des questions stratégiques, des questions politiques, se sont focalisés sur cette question. Il y a, pour ceux qui veulent approfondir les recherches, des documents qui sont disponibles aujourd'hui au musée des archives de l'armée française. Et dans ce musée des archives de l'armée française, il y a un certain nombre de notes, un certain nombre de rapports, un certain nombre de rapports de mission, une documentation que les Anglais et les Français partageaient.
sur précisément la question de cette exploitation. À partir du statut du 20 juillet 1922, donc qui a transformé l'invasion allemande, l'invasion franco-britannique qui a gagné, qui a battu les Allemands à la bataille de Morat, qui ont battu les Allemands à la bataille de Morat, qui a transformé donc l'invasion en mandat de la Société des Nations. Or, Société des Nations qui procède des conclusions de la Première Guerre mondiale, donc des alliés qui ont mis en place ces Sociétés des Nations. Eh bien, un jeu stratégique s'est mis en place. Et ce jeu stratégique consistait à quoi? Consistait à ce que Rouben Oumniobé, Félix Moumié, Wandié et tous ceux qui étaient complètement opposés à la férule française envisageaient la réunification et l'indépendance immédiate du Cameroun, donc à partir de 1948 avec la création de l'Union des populations du Cameroun. Eh bien, la mission était d'une part d'empêcher qu'ils prennent le pouvoir. Et donc, à partir du statut du 16 avril 1957, le statut du 16 avril 1957 est celui qui met en place l'État du Cameroun, puisque l'État du Cameroun, c'est à partir du 16 avril 1957. Le Premier ministre André Bida va donc devenir Premier ministre à partir de ce moment-là. La France va gérer la monnaie, la défense et les relations extérieures, et les affaires intérieures, la justice, etc. vont être gérées par les Camerounais. Les questions économiques et stratégiques vont être gérées par la France. Et donc, à partir de 1949, avec l'installation de ces sociétés pétrolières de l'Afrique équatoriale française et de la Société d'études, de recherche et d'exploitation pétrolière du Cameroun, CEREPCA, en 1951, je rappelais tout à l'heure que ce journaliste français a exulté. Pourquoi? Il a exulté parce qu'on avait découvert à Soué là-bas, c'est-à-dire dans donc ce bassin Douala Kribi Campo, ce gaz et cette huile de qualité exceptionnelle. Donc Dian River, Manfé, toutes ces zones de Mokoko Abana étaient déjà intégrées là-dedans. Les 38 km actuels de zones d'exploitation pétrolière, Douala Kribi Campo, 19 000 km², 19 000 km², donc 7 000 km² onshore, donc ce qu'on exploite sur la terre ferme, parce que offshore, c'est le bassin de Rio del Rey. À partir de 1947, donc, il y a eu cette question pétrolière dans la région anglophone du Cameroun. Et ça a tout changé. À partir de là, il fallait éviter que ceux qui s'opposent à la France prennent le pouvoir. Il fallait qu'à travers le statut du 16 avril 1957 qui met en place donc l'État autonome du Cameroun, puisque je rappelle que les députés de l'Assemblée territoriale du Cameroun, à partir du 23 décembre 1956, ont discuté de ce statut en proposant 60 amendements qui ont été retenus, retouchés à la marge, mais l'essentiel du projet qui était présenté par la France, donc pour ce statut du 16 avril 1957, a été adopté. Et donc avec la perspective de contrôler jusqu'au bout. On est en 47, 47-49 avec la Société des pétroles d'Afrique équatoriale française. En 51 avec CEREPCA qui s'installe au Cameroun, donc la Société d'études, de recherche et d'exploitation du pétrole au Cameroun, CEREPCA, en 1951. Donc quand on présente officiellement l'exploitation du pétrole au Cameroun à partir de 1972, avec la découverte justement des zones de production et du Rio del Rey, et surtout le bassin, la zone de production de Colé, eh bien, à partir de 1951, de 1947, les données, les enjeux stratégiques et puis la machine avait déjà été mise en branle. La machine avait déjà été mise en branle. Et les Camerounais étaient des spectateurs ignorants. C'est comme si vous allez au théâtre
On joue devant vous, mais c'est un théâtre d'ombre qui est le plus important. Ce sont les ombres qui sont les plus importantes à regarder. Donc derrière la question des statuts, celui de 1922, du 20 juillet 1922, celui du 16 avril 1957, et puis également, il y a un statut qui a découlé des accords de tutelle de 1946 parce que le Cameroun, après la création de l'Organisation des Nations Unies, devient un État sous tutelle, donc de l'ONU, et qui est confié à la France et à la Grande-Bretagne. Donc un statut qui change de celui de 1922, donc le statut qui a transformé l'invasion en mandat, et le statut qui transforme le Cameroun en territoire sous tutelle de 1946. Donc le 16 avril 1957, cette question est déjà très très bien gérée par les Français qui, à travers des notes aujourd'hui qui sont déclassifiées, et un certain nombre de travail souterrain, puisque c'est ce qu'ils font essentiellement, ils s'occupent de leurs intérêts, y compris dans un certain nombre d'instances actuelles. À partir de ce moment-là, tout est sous contrôle. Il y a la façade qu'on présente. Il y a le travail qui est mis en place. Il y a la parade et puis la façade gouvernementale. Il y a l'État qui va fonctionner. Il y a des ministres qui sont nommés, les Charles Onana, les Charles et bien d'autres ministres. Njoya Aruna et bien d'autres qui ont rejoint le gouvernement Ahidjo, Talba Mala, etc. Eh bien, la question stratégique est celle de l'exploitation de ces ressources. 1947, l'exploitation, l'exploration. 1949, la Société des pétroles d'Afrique équatoriale française. 1951, l'installation de Serebka. On annonce la production pétrolière 20 ans après, alors que les choses ont déjà commencé, alors que ça se fait, alors qu'on pompe du pétrole, alors qu'on prend déjà de la terre, alors qu'on prend déjà des entrailles du Cameroun. Cela n'a jamais été assumé. Cela n'a jamais été dit. Cela n'a jamais été mis en avant. Quand notre pays devient officiellement un producteur de pétrole avec la mise en exploitation du champ de Collet en 1977, eh bien, il est déjà un producteur de pétrole pour le compte d'un pays qui s'appelle la France. Et cette France, 1922, 1946, les accords de tutelle, le statut qui décolle des accords de tutelle, 1957 avec le 16 avril 1957, elle est au contrôle. Les opposants sont éliminés en 1958, au Mniobé, avec la décapitation du maquis de Boumniobé. Et plus tard, au Mwandi en 1971. Il n'est pas question qu'on accepte que ces personnes puissent venir empêcher que l'exploitation, que l'exploration, que la mise en exploitation de ces ressources pétrolières soit effective. Ce sont des données historiques, ce sont des données stratégiques. La constitution du Cameroun du 4 mars 1960 a été formulée par un commissaire français qui s'appelle Jean Béarn. Jean Béarn. D'ailleurs, le chef supérieur des Bazou, qui était député, qui avait milité contre les pleins pouvoirs d'Ahidjo, M. Daniel Kemadjou, l'avait rappelé, l'avait dénoncé, puisque le 4 mars 1960, la constitution du Cameroun va être adoptée, et cette constitution-là procède du projet qui avait été proposé par M. Béarn. La constitution du 4 mars 1960, pendant que les tractations sont en train d'être menées avec la partie anglophone, parce que je rappelle que dans ce qu'on appelait le Northern et le Southern Cameroun, dans la partie anglophone, il y avait, après la conférence Littleton en 1954, un élargissement de l'autonomie de cette partie du Cameroun, l'élargissement de l'autonomie. Ça signifiait que, comme dans la partie orientale du Cameroun, ils allaient désormais administrer par eux-mêmes un certain nombre d'affaires intérieures,
à l'exception des questions liées à la monnaie, à la défense et aux relations extérieures, donc aux affaires étrangères. Et c'est après la conférence de Londres, donc en 1957, après cette conférence de Londres, que des élections vont être organisées. Et en mai 1957, Ndélé va être Premier ministre. Ndélé qui est favorable au rattachement au Nigeria. C'est 2 ans après, en 1959, que John Goufoncha, qui est favorable, donc leader du Southern Cameroun, est favorable au rattachement au Cameroun. Donc pour retrouver l'ancien Cameroun dit allemand. Ce Cameroun allemand qui avait 700 000 km², je rappelle, et que ce Cameroun dont on parle aujourd'hui avait moins de 30 000 km², puisque les deux régions du sud-ouest et du nord-ouest, c'est 38 000 km², plus celle du Northern Cameroun, qui était une région beaucoup plus grande, qui allait au-delà de 100 000 km². Donc après la Constitution Littleton, après la conférence de Londres, Constitution Littleton en 54, la conférence de Londres en 57, les élections sont organisées. Ndélé remporte ces élections. Il est favorable au rattachement au Nigeria. Et en 59, John Goufoncha devient Premier ministre du Cameroun, de cette partie du Southern Cameroun, et devient Premier ministre, et il est favorable au rattachement. Quand en 1961, le 11 février, ce référendum est proposé à ces citoyens camerounais de l'époque, à ces Camerounais de l'époque, eh bien, le Northern Cameroun a 60% choisi le rattachement au Nigeria. Et le Southern Cameroun a 70% choisi le rattachement au Cameroun. Vous connaissez un peu la polémique. La polémique au Nigeria, où le président, le vice-président, l'ancien vice-président Atiku Abubakar est considéré comme Camerounais. C'est-à-dire qu'il a été vice-président d'un président au Nigeria, de vice-président au Nigeria, autant pour moi. Et quand il se présente, il veut se présenter contre Buhari, on estime qu'il est camerounais. Ça procède de cette époque-là, puisque Atiku Abubakar fait partie de ces territoires qui étaient dans le Northern Cameroun qui a rejoint le Nigeria à partir du 11 février 1961. Donc des populations Fulani, des populations qui sont rattachées à certaines du sud-ouest et du nord-ouest au Cameroun aujourd'hui. Donc lui, il était plutôt un Fulani, c'est-à-dire un Peul. Voilà les données de l'histoire. Le 11 février 1961. Donc il y a ce référendum, Northern Cameroun, 60% qui rejoignent le Nigeria, et Southern Cameroun, 70%. 70% qui rejoint le Cameroun. Avec John Goufoncha qui est volontariste. Et cette bataille qu'il a réussi à gagner avec Tandem Mouna contre Ndélé. Avec ceux qui veulent rejoindre leurs frères. Je rappelais tout à l'heure que les Bamoun, les Bansor, les Bafout, les Bafoussam, les Baranté, justement, constituent, justement, dans ces Grassfields, ces peuples qui ont été fondés comme royaume par les Tikars. Et John Goufoncha, qui est donc de la Mezam, donc de Bamenda, et qui parle une langue qui s'appelle le Yemba qui est la langue qui est parlée en Bouddha, dans le département des Bamboutos. Et donc Goufoncha est donc favorable à cela, et il le fait. En juillet, le 17 juillet 1961, la conférence de Fumban va se tenir. Et la conférence de Fumban est suivie de bout en bout par les conseillers français. Elle est suivie de bout en bout par les conseillers français, qui ont déjà informé le Premier ministre qui était Ahidjo, après Bida Ahidjo, qui avait déjà informé et qui travaillait déjà avec le président Ahidjo sur cette question de l'exploitation pétrolière et minière. Les documents sont là. Les faits de l'histoire sont consacrés et sacrés. Et les conseillers français, d'ailleurs, il y a une lettre, à un moment, je pense que sur les réseaux sociaux, cette lettre a circulé. Les notes
que les Français adressaient aux Britanniques sur cette question-là. Sur une entente. Parce que les Français en Algérie, les Français en Océanie avaient déjà conceptualisé la question de l'indépendance énergétique. Avec effectivement le nucléaire, le pétrole, le gaz. Je rappelais tout à l'heure Douala Kribi Campo pour le gaz et le pétrole et Rio del Rey, c'est-à-dire Limbe, Kolé, Ndian, Bakassi pour le pétrole essentiellement. Une zone de 7000 km² d'exploitation, Rio del Rey, et une zone de 19 000 km pour Douala Kribi Campo. Tout cela a été documenté. Tout cela a été documenté. Et les conseillers français suivaient à la lettre la conférence de Foumban. Au point où, mes chers compatriotes, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, la conférence de Foumban se terminant, on s'attend à ce que dans le nord-ouest, sud-ouest, c'est-à-dire où John Boufoncha est devenu Premier ministre, favorable donc à ce rattachement, mais pour qu'un État fédéral soit mis en place, on s'attend à ce que les propositions qu'il fera au cours de la conférence de Foumban puissent être intégrées pour que la fédération ne soit pas une ruse française, ne soit pas une ruse de la partie dite francophone du Cameroun. Il y a des propositions claires et nettes qui sont faites. Et au sortir de la conférence de Foumban, il y a une chose extraordinaire qui va se passer. Le 1er octobre 1961, le Southern Cameroun, qui est donc dans ce processus, je rappelais tout à l'heure que l'Union des populations du Cameroun, de Ruben Oumiobe, Moumie Wandie, Abel Kingé, Osende Afana, etc., avait 3 points à son programme. L'indépendance, la réunification et l'élévation du standard de vie des Camerounais. L'indépendance immédiate, la réunification des deux Camerouns et l'élévation du standard de vie des Camerounais.